Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors, où est-ce qu'on en est en ce moment en France sur cette petite législative? Oui, alors j'ai déjà parlé de cet accord entre la France Insoumise, le PS, les écologistes et le PCF. Bon, comme je l'avais dit, ça n'a pas duré longtemps puisque déjà on a commencé à voir des gens affiliés à certaines étiquettes qui ne sont pas d'accord. Et à vrai dire, j'ai envie de dire qu'il y a une certaine légitimité dans cette histoire. Parce qu'imaginez, peut-être vous-même, vous habitez dans une circonscription, si vous connaissez votre député, il suffirait que votre député, quelle que soit son étiquette, si c'est une étiquette Parti socialiste ou une étiquette écologiste, ou même une étiquette communiste, et que pendant ces 5 ans, quand vous regardez ce qu'il a fait, vous jugez qu'il a fait son boulot, qu'il a été un député tout à fait éthique, un député honnête, un député qui a su à un moment donné à la fois consulter, expliquer, comme aussi répercuter, rendre compte et donc représenter vos intérêts en tant qu'électeur. Eh bien, imaginez que ce député, ce candidat, si majoritairement il est à la satisfaction de son électorat et qu'il souhaite se représenter en toute logique, en sachant qu'il sera réélu puisque son électorat, l'électorat de sa circonscription, est majoritairement satisfait à la fois de sa représentation, de son travail, mais aussi de représenter une certaine idéologie, d'une certaine façon. Qui plus est, certains députés qui pendant ces 5 ans, malgré leur étiquetage, se sont parfois opposés aux décisions du gouvernement, opposés à certaines coalitions, à certaines collusions de certains autres députés qui sont censés défendre les intérêts des Français, mais qui malheureusement ont très très vite montré leur vrai visage de complices à la destruction du pays avec le gouvernement et son président Emmanuel Macron. Donc imaginez que ces députés ont su démontrer leur indépendance par rapport à l'étiquette ou par rapport au groupe auquel ils appartiennent. Eh bien aujourd'hui, ces députés, plus particulièrement s'ils sont socialistes, écologistes ou communistes, eh bien certains d'entre eux vont se voir obligés de céder la place. C'est-à-dire que certains candidats qui sont des candidats récurrents à législatives, selon les circonscriptions, eh bien aujourd'hui sont invités à céder leur place à un candidat de la France Insoumise. Certaines négociations dans cet accord ont amené, en effet, à répartir les candidats selon les circonscriptions et éviter les doublons, de telle manière à ne pas avoir de candidats en opposition entre socialistes, communistes, écologistes et évidemment France Insoumise. Sauf que là, on commence à avoir évidemment des résistances. Certains députés, actuellement députés, qui ont l'intention de se représenter pour renouveler leur siège, se sont vus invités à ne pas se présenter, pour céder la place à un candidat insoumis. En tout et pour tout, à l'heure actuelle où je vous parle, ça commence un petit peu à monter en mayonnaise du côté du PS. On l'a vu, Bernard Cazeneuve a décidé de quitter le Parti socialiste. François Hollande, qu'on a vu relativement réfractaire à cet accord. Ceci dit, on se demande pourquoi il ramène sa fraise, parce que lui, en tant que président, a une part de responsabilité de l'échec, voire de l'effondrement, du déclin même du Parti socialiste. Et on a déjà certains candidats qui ont dit, moi, l'accord, je m'en fous, je me représente à ma propre succession. En tout et pour tout, pour le Parti socialiste, ce sont 507 candidats qui vont devoir dégager pour laisser la place à d'autres candidats, soit écologistes, etc.,
dans une répartition dont, pour l'instant, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais force est de constater qu'en effet, cet accord est en réalité un faux accord. En réalité, le Parti communiste, les écologistes et le PCF savent très bien qu'ils sont aujourd'hui dans une situation où demain, ils peuvent très rapidement disparaître du paysage politique français. Et que par conséquent, faire cet accord contre nature, ils sont bien obligés de le faire, s'ils veulent pouvoir continuer à exister, s'ils veulent pouvoir continuer à subsister dans le paysage politique français, et qui plus est, dans des positions d'élus. Et donc, je pense que le terme utilisé de fourvoiement aux insoumis n'est pas exagéré. En effet, les insoumis aujourd'hui sont en train de jouer une carte qui va leur permettre de pouvoir peut-être augmenter leur nombre de sièges au niveau du Parlement, parce que, justement, c'était ce point d'accord qui commençait à poser problème. C'est de demander, dans des circonscriptions qui pourtant étaient des circonscriptions historiquement bien incrémentées, bien incluses, bien empruntées d'un certain nombre de candidats étiquetés socialistes, plus particulièrement les socialistes, et qui vont devoir céder la place à des insoumis. Sauf que le problème qui va se poser, c'est que ce genre de petite manipulation va peut-être ne pas pousser des gens à voter, mais à s'abstenir. Et là, je peux vous garantir que si jamais dans ces législatives, le taux d'abstention dépasse les 60%, ça voudra dire que cette Assemblée nationale, censée être la représentation du peuple dans une démocratie, eh bien finalement ne représentera que 40% du peuple. Vous comprendrez que là, il y a un sérieux malaise démocratique. Un malaise démocratique qui ne fera que s'ajouter déjà à d'autres malaises démocratiques. Et on vient d'apprendre aujourd'hui que désormais, il n'y a plus de En Marche. Le parti présidentiel a décidé de changer de nom. Il va s'appeler Renaissance. Oui, je sais. Je suis comme vous. Je me suis dit Renaissance, Reconquête, Reconquête, Renaissance. Il y a véritablement là une opération publicitaire, une opération de communicant, plutôt que d'essayer de trouver un nom qui puisse rassembler. Renaissance. Demain, ça va être quoi? Ça va être un parti socialiste qui va aussi changer de nom et qui va s'appeler Évolution. Le Rassemblement national va aussi changer de nom en se disant, ou se faisant appeler, je ne sais pas, Nation. Vous voyez, nous ne sommes plus du tout dans de l'idéologie politique. Nous ne sommes plus du tout dans de la politique politicienne. Nous sommes dans un show. Nous sommes dans du mercantile. Nous sommes dans de la consommation. La République est morte. La République est morte, elle est morte encore en plus quand elle se fourvoie de plus en plus vis-à-vis d'une organisation qu'on appelle l'Union européenne et qui elle-même est de plus en plus malade. Oh! 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la présidence française? Quelqu'un les a vus? Ils sont pas là. On fait juste un petit débat sur la démocratie, l'état de droit, mais ils ne sont malheureusement pas là. Donc si vous les voyez, il faut leur dire pour qu'ils viennent, ça sera vachement intéressant. Force est de constater qu'avec la guerre en Ukraine, eh bien, on commence à voir émerger certaines réalités de ce système, de cette communauté qui en réalité n'a jamais été unie. Elle n'a jamais été unie, elle ne sera jamais unie. Car comment unir 27 pays qui ont des cultures différentes, des langues différentes et surtout des intérêts différents? Nous avons la présidente de la Commission qui vient de nous balancer que l'idée d'interdire systématiquement à tous les pays de l'Union européenne d'acheter du pétrole russe. Sauf qu'évidemment, certains pays disent « Nous, on n'est pas d'accord. » L'Union européenne a décidé d'interdire de payer en roubles
le pétrole ou le gaz russe pour les pays qui ont encore des contrats. Sauf que certains pays disent, mais non, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de payer les Russes en roubles, vous êtes qui pour nous l'empêcher? Nous sommes l'Union européenne. Vous êtes membre de l'Union européenne, donc vous devez exécuter, appliquer, ordonner ce que nous décrétons. Donc ça veut dire que vous admettez que nous n'avons plus notre souveraineté, que désormais on doit dire oui à vos moindres faits et gestes. Mais non, les accords, la Constitution prévoit que vous êtes toujours souverain. Mais justement, la Constitution, parlons-en. Avez-vous entendu parler d'un projet de, pas de réforme, mais pas de réécriture, mais d'adaptation de la Constitution européenne? Non. Pourtant, c'est une initiative qui a été lancée par la présidence française. C'est une initiative qui a suscité la mise en place de sites internet pour permettre dans chaque pays du membre de l'Union européenne une consultation vis-à-vis du et des peuples européens. Est-ce que vous en avez entendu parler? Non. C'est-à-dire que là, vous avez un très bel exemple. Ils ont prévu de modifier certains textes de la Constitution européenne en catimini. Mais pour faire respecter la démocratie, on élargit un processus, une logistique, pour dire, peuple européen, regardez, nous mettons à votre disposition des outils pour que vous puissiez donner votre avis sur ce que nous pouvons éventuellement modifier dans la Constitution selon un certain nombre de thématiques. Les thématiques étant évidemment l'écologie, l'immigration et tout le tralala. Sauf que le problème, eh bien là vous êtes en face d'un très bel exemple. C'est qu'en effet, vous avez des politiciens, des présidents, qui en ont parlé. Mais qui en ont parlé, si les médias ne mettent pas le point dessus, ça vous passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que ça rentre par un oreille, ça ressort par l'autre. C'est bien qu'aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a au moins 90% des Français qui ne savent pas qu'il y a, depuis plusieurs semaines, depuis maintenant quelques mois, un site internet de consultation sur un certain nombre de thématiques pour éventuellement apporter des modifications à la Constitution. Et du coup, en fait, personne n'est au courant. Et pourtant, ils vous diront, mais regardez, on a communiqué. On a mis en place un processus démocratique. Sauf que le problème, c'est que le processus démocratique, si vous ne faites pas une promotion suffisamment large pour responsabiliser l'individu, comme quoi on l'invite à donner son avis sur des problèmes qui peuvent éventuellement être amenés à apporter des modifications à la Constitution européenne, en réalité, vous êtes content parce que vous avez mis en place un processus démocratique, mais dont 98% des Européens sont absolument pas du tout au courant de l'existence de ce processus, et ça va vous permettre de donner une légitimité, sous prétexte justement de ces procédures, dans lesquelles il y a peut-être que 5% des Européens qui auront donné un avis, de modifier la Constitution européenne. Je rappelle, modification de Constitution européenne, c'est la majorité, c'est pas la majorité, c'est l'ensemble des pays membres qui disent OK à ces changements. C'est ce qu'avait expliqué d'ailleurs Asselineau sur le fait que quand on veut modifier par rapport à certains arguments politiques qui veulent renégocier les accords, mais renégocier les accords, le problème c'est que même si tu veux changer une virgule et un point, il faut l'accord de tous les pays membres de l'Union européenne. Or là, comme par hasard, tous les pays membres de l'Union européenne sont d'accord pour modifier la Constitution. Donc vous voyez que quand on dit que l'Union européenne c'est une sorte de totalitarisme sous le manteau de démocratie, et bien là vous en avez la preuve. Parce qu'en effet,
ils mettent bien en place des outils démocratiques. Mais le problème, c'est que si vous n'en faites pas la promotion, si vous restez très discret sur l'existence de ces outils démocratiques, et bien finalement, vous jouez un petit jeu subtil qui consiste à faire ce que vous voulez, sous couvert de processus démocratiques, mais dont personne n'est au courant. C'est un peu le même principe que lorsque vous faites partie d'une commission et que tout d'un coup on vous dit, bah tiens, le texte le règlement intérieur a été changé, etc. Et tu dis, ah bon? Mais qui a décidé ça? Ah bah le comité. Comment ça? Quel comité? Bah, le comité, il y a eu une réunion qui a été organisée exceptionnelle lundi. Mais je ne suis pas au courant. Ah bah si, ça a été affiché sur le tableau. Sauf que si vous travaillez dans une grande entreprise, dites-moi franchement, honnêtement, c'est quand la dernière fois que vous avez lu les notes du tableau d'information? Vous savez qu'en entreprise, on apprend aux directions de mettre des panneaux d'information qui sont normalement obligatoires, mais de mettre tellement de documents pour bien coller à cette expression qui dit que le trop d'informations tue l'information. Et donc du coup, quand vous avez une information importante, eh bien, mais que vous voulez qu'elle ne soit pas vue par tout le monde, vous la noyez avec d'autres informations. Sauf que le jour où cette information commence à remonter à la surface et que les gens disent oui, on n'est pas au courant, comment ça se fait, on n'a pas été informé, etc. Mais si, vous l'avez été. Vous l'avez été, mais sauf que le problème, c'est comme vous lisez jamais ou vous vérifiez jamais et vous n'êtes absolument pas attentif au support qui justement vous aurait pu permettre d'être au courant, c'est pas notre problème. Ouais, mais c'est pas normal. C'est de la mauvaise foi, etc. Ben, oui. Quand on a des failles dans un système, il y a toujours des gens pour en profiter. Eh bien là, l'Union européenne sait pertinemment que 90% des Européens ne lisent jamais ou ne paient absolument aucune attention à des informations qui peuvent être capitales, parce que ces informations, justement, on les noie dans d'autres informations. Et du coup, bah, l'Européen qui, quand il va apprendre que désormais, en Europe, il n'a plus le droit de faire ceci, que l'Union européenne a décidé que désormais, on va obliger les pays à faire cela, que désormais, tu ne pourras plus faire ceci ou cela, qu'on va mettre en place des outils numériques d'identification, mais aussi de crédit social par rapport à des éléments écologiques. Et bien, vous allez dire, mais attendez, on n'a jamais, ça n'a jamais été, on n'a pas de, le Parlement est, ah mais le Parlement s'en fout, c'est la Constitution européenne. Cette même modification de Constitution européenne qui sera de toute façon adoubée, votée, certifiée par vos parlements, mais là encore une fois de plus, discrètement. Je rappelle que là, c'est la Constitution européenne. Ce n'est pas une modification ou une réforme de la Constitution française. Même si, là encore, Macron a décidé de faire des modifications par une nouvelle réforme constitutionnelle. Mais là encore, est-ce que vous êtes capable de me dire sur quoi? Bien sûr que non, puisque cette information a été noyée dans un autre flot d'informations entre le Covid, entre l'Ukraine, avec la Russie, les États-Unis, l'inflation, la crise économique, etc. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai donc les liens en commentaire pour que vous puissiez constater par vous-même que finalement, le 9 mai prochain va être décidé quelque chose sur lequel vous aviez un avis, mais cet avis, vous n'en aviez pas conscience, et que du coup, vous allez aller vous faire foutre. Et comme de toute façon, que ce soit le président, le gouvernement et le Parlement, eux, ils sont de toute façon tellement vendus à l'Europe, que de toute façon, vous, petit peuple, vous allez vous faire voir, et vous allez, encore une fois de plus, subir les conséquences de cette oligarchie
de cette technocratie, à terme, la République est morte. Et enfin, pour terminer cette vidéo, petit avertissement. Aujourd'hui, on le voit, le conflit unique en Ukraine s'enlise. Il n'y a pas d'issue du fait que Poutine ne lâchera rien et du fait que l'Occident a mis le doigt dans un engrenage où maintenant il va être difficile de s'y retirer. La seule issue possible, c'est qu'à terme, l'Occident accepte que pour pacifier l'Ukraine, on en fasse une nouvelle partition, une sorte de redessiner finalement l'Ukraine du fait de ce que la Russie a conquis et de l'Ukraine de Kiev. Sauf que là, pour l'instant, il est évident qu'il est hors de question d'accepter que Poutine impose ses principes et ses idées. Donc on s'engage en ce moment dans une situation où on va frôler, je dis bien on va frôler, un risque. Car force est de constater qu'à un moment donné, à force d'envoyer des milliards de dollars ou d'euros à l'Ukraine, d'envoyer du matériel, dont d'ailleurs, petite anecdote, les Allemands ont envoyé des chars, sauf que les chars n'ont pas de munitions parce qu'ils ont loupé le coche sur le fait qu'ils n'en avaient pas assez. Donc vous voyez, c'est un grand n'importe quoi. C'est un grand n'importe quoi. C'est vraiment, on est vraiment en face là d'actions pour les apparences, mais en réalité dans les faits, et là je vais vous expliquer pourquoi, logistiquement et en pratique, c'est le bordel. C'est le bordel, pourquoi? Parce que, comme je vous dis, on envoie des milliards d'euros, de dollars, du matériel, etc. Mais il va y avoir un moment donné, il ne va plus y avoir assez de combattants ukrainiens. Pour compenser, en effet, on a créé des unités internationales. Sauf que le problème des unités internationales, c'est qu'ils ont du mal en ce moment à les remplir. Parce qu'il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus. Très peu d'élus, pourquoi? Parce que dans l'énormité des candidats, il y en a pas mal qui très rapidement se rendent compte que, 1, il n'y a pas d'organisation, que 2, en réalité, on veut se servir d'eux pour les envoyer comme de la chair à canon en première ligne, et deuxièmement, certains se posent la question et disent, mais attendez, on va œuvrer sous le commandement de l'armée ukrainienne ou sous un commandement américain? Parce que là, tout a l'air de montrer qu'on est bien sous des commandements américains. Et du coup, il va y avoir un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que l'Occident va faire? Est-ce qu'elle va payer des sociétés privées pour envoyer des mercenaires? C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. C'est-à-dire l'art et la manière de faire la guerre sans s'impliquer directement, en payant simplement les autres pour aller faire des guerres à votre place. Parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas le faire directement, puisque si vous le faites directement, ça veut dire que vous déclarez la guerre à celui que vous voulez combattre. Or, vous imaginez bien que si demain l'Europe et les États-Unis déclarent la guerre à la Russie, je pense qu'on n'aura même pas 20 minutes pour finir la vidéo. Donc, c'est pour ça que je dis que le conflit ukrainien va s'enliser. Là, les yeux et les oreilles vont être fixés le 9 mai prochain sur Moscou. Moscou va fêter l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui est aussi une célébration, je crois, de tous les conflits russes. Tout comme nous avons aussi aux États-Unis, nous avons le Memorial Day qui fête en fait l'ensemble des vétérans des guerres qui ont été, dans lesquelles les États-Unis étaient engagés. Mais surtout, il va y avoir un discours. Et il semblerait que beaucoup de spécialistes et d'analystes sont persuadés que Poutine va annoncer quelque chose d'important lors de ce discours. Donc on va voir ce que ça va donner. On le sait de toute façon, le problème ukrainien, Poutine ne démordra pas de demander à l'Occident de valider, de reconnaître la Crimée comme faisant partie de la Russie, et veut que soit sanctuarisée l'autonomie et l'indépendance des territoires du Donbass. Et ajouter aussi que l'Ukraine doit s'engager, voire peut-être s'engager constitutionnellement, à ne pas intégrer l'OTAN. Je dirais même que Poutine
vu la considération qu'on a à son égard, va certainement rajouter que désormais, même s'il était par contre à l'époque, de permettre à l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Donc comme ils savent que le conflit ukrainien est en train de s'enliser, on est en train d'exporter. On est en train de jouer avec les sensibilités qu'il y a en Moldavie. On est en train de jouer avec les sensibilités avec la Pologne. On est en train de jouer avec les sensibilités avec la Géorgie. Donc, ceux qui vous disent qu'aujourd'hui, il est clair que les États-Unis sont à la manœuvre. En effet, si les États-Unis sont à la manœuvre, ça veut dire que l'Europe va passer à la trappe. Ça veut dire que les Américains, de toute façon, seront gagnants sur tous les tableaux. Si demain, ils faisaient en sorte d'exposer l'Europe, voire même de sacrifier l'Europe. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites très attention. Car en plus des problèmes économiques auxquels vous allez être confrontés, parce que tous ces milliards d'euros qui ont été arrosés pour la pandémie et maintenant qu'on va donner à l'Ukraine, etc., il va falloir payer la facture. Que l'inflation va continuer. Que vous verrez apparaître des restrictions. Que vous ne pourrez plus acheter autant de produits que vous achetiez avant. Qu'on va vous condamner à ne pas acheter plus de 2 articles. Enfin, 2 unités du même article. Vous ne pourrez plus acheter 10 packs d'eau. Vous pourrez en acheter que 2. C'est déjà le cas. Quand on voit déjà certains opérateurs de la grande distribution qui commencent déjà à apparaître dans les médias pour expliquer qu'ils ont l'intention de faire ceci ou cela, etc., c'est qu'eux-mêmes savent qu'on va vers une période très difficile. Alors évidemment, nous sommes au mois de mai, le mois de juin, les législatives, et puis après les législatives, c'est l'été, les vacances. Mais vous verrez qu'au mois de septembre, ceux qui jouissent des vacances, ceux qui jouissent de la trêve des confiseurs de l'été, eh bien tout va commencer à remonter à la surface. Et là, force est de constater que je ne suis pas très optimiste sur la situation. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, si vous êtes dans des petites villes, des petits villages ou provinces, dans la campagne, etc., à la rigueur, vous pouvez commencer peut-être à faire certaines réserves, de la conserve, des produits non périssables, au fur et à mesure. N'attendez pas le dernier moment. Commencez déjà à stocker ce qui n'est pas périssable. L'eau. Au lieu d'acheter des packs d'eau, gardez des bouteilles, remplissez avec de l'eau du robinet, qui est parfaitement potable, et stockez votre propre eau. Pour le PQ, j'ai envie de dire comme faisaient les anciens, récupérer du papier journal, on ne sait jamais. Alors évidemment, certains me diront, oui, mais on ne va pas en arriver jusque-là. Qu'est-ce que vous en savez? Comprenez bien une chose. C'est pas parce que vous vivez depuis votre conscience, quand vous étiez gamin ou adolescent, dans un monde qui vous offrait les possibilités, qui vous ouvrait les portes à certaines facilités, que c'est quelque chose de permanent. Imaginez, aujourd'hui on vous parle de la souveraineté de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'une souveraineté? Une souveraineté, c'est lorsqu'un pays est indépendant, lorsqu'il a des frontières. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, croyez-vous que les frontières de la France étaient les mêmes qu'il y a un siècle, de 2, 3 ou 4 siècles? Non, elles étaient différentes. Elles ont évolué au fur et à mesure de ce que la situation, le contexte politique, géopolitique, les conflits ont amené que certaines terres, certaines régions, certains territoires appartenaient soit à l'un ou à l'autre. Souvenez-vous, l'Alsace, la Lorraine ont été allemandes pendant de nombreuses années. Souvenez-vous, le nord de la France, officiellement, fait partie de la Flandre. Souvenez-vous, la Savoie, la Provence ne sont que très récemment
française que depuis 2 ou 3 siècles. Eh bien, c'est pareil pour l'Ukraine. C'est pas parce que l'Ukraine s'est déclarée indépendante en 91, selon un dessein établi par d'autres, qu'aujourd'hui elle doit rester immuable, qu'elle est non modifiable. Et ce que je vous dis là, c'est exactement pareil pour tous les pays. La préservation des frontières, l'intégrité territoriale d'un pays se joue toujours par rapport à sa puissance. On comprendra que le Mexique ne pourra jamais faire la guerre aux États-Unis pour pouvoir récupérer tous les États de l'Ouest. Des États qui étaient à l'origine des États mexicains. Le Canada ne fera jamais la guerre aux États-Unis pour récupérer l'Alaska. L'Espagne ne fera jamais la guerre à la France pour récupérer le Pays Basque. Est-ce que nous ferons la guerre à l'Angleterre pour récupérer les îles anglo-normandes? Non. Parce que nous avons trouvé des compromis, parce que nous avons trouvé des justes équilibres, parce que nous sommes partis du principe d'un acquis. Mais cet acquis n'est valide qu'à partir du moment où vous vivez dans une situation et dans un contexte bien précis. Si ce contexte se dégrade, si ce contexte se détériore, eh bien c'est là qu'on va voir apparaître ce que l'on appelle les indépendantismes, les régionalismes. C'est-à-dire cette capacité qui est la même aujourd'hui aux États-Unis, qui émerge dans certains esprits, de se dire pourquoi est-ce qu'on resterait dans une union avec un État fédéral qui est endetté à un point abyssal, alors qu'il suffirait que nous reprenions une indépendance, et de ce fait, nous nous éloignons, nous nous écartons de notre responsabilité vis-à-vis d'un État fédéral qui ne fait que des conneries, qui a une politique, une hégémonie impérialiste. Donc, si vous comprenez tout ça, alors vous comprenez que l'Ukraine va forcément à un moment donné passer à la casserole. Tout comme la Yougoslavie est passée à la casserole. Donc vous voyez, c'est pas parce que nous vivons dans des temps modernes, des temps apaisés, que finalement ces temps apaisés aujourd'hui sont considérablement menacés. Qui, il y a 10 ans, n'était pas forcément au fait de phénomènes géopolitiques, aurait pu croire que aujourd'hui nous sommes à la veille de replonger dans une guerre froide. Et donc de ce fait, ce que les jeunes générations qui sont nées dans les années 90 ou dans les années 2000, qui n'ont jamais connu la guerre froide, qui n'ont jamais connu la menace de l'arme nucléaire, eh bien du jour au lendemain vont se retrouver en face de cette possibilité, en face de cette menace, en face de cette épée de Damoclès. Comme quoi, cette période est très intéressante, parce qu'aujourd'hui elle nous démontre une phrase, une expression, qui à mon sens est authentique de vérité, que rien n'est jamais acquis, que tout dépend de ce que nous faisons, que tout dépend de ce que nous décidons. Sur ce, j'espère que cette petite méditation vous aidera à mieux comprendre les choses et à mieux appréhender ce qui va arriver, parce qu'on en reparlera. D'ici là, bon courage et portez-vous bien.